Quelles sont les conséquences de la valorisation des comportements virilistes au sein des géants des nouvelles technologies? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Mathilde Saliou, journaliste, autrice de Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités, paru chez Grasset en 2023, mais également Audrey Voile, sociologue, autrice de La fabrique des masculinités au travail, paru aux éditions La Dispute en 2021. C'est Audrey Voile qui sera la première à répondre à mes questions. Mathilde Saliou, Audrey Voile, bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. J'aimerais commencer cet épisode par une définition, afin que nous ayons tous une compréhension commune de ce qu'est la virilité et aussi de ce qu'elle n'est pas. Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par virilité et comment aussi elle se matérialise au travail? Alors la virilité, selon moi, c'est un idéal de performance, c'est un idéal d'endurance, de puissance, d'autorité, qui passe par des démonstrations physiques et verbales. Cette virilité, elle se matérialise comment au travail, puisque les valeurs qui sont portées par la virilité, donc performance, endurance, puissance, c'est des valeurs qui sont assez utiles sur le marché économique et qui servent les logiques de compétitivité. Comment ça se matérialise au travail? La virilité, c'est une affaire de transmission. Donc les codes de la virilité se transmettent, soit par des cultures d'entreprise, à travers des exercices comme les team building, ou par un management qui, entre guillemets, donne l'exemple par des démonstrations justement d'endurance, de travailler beaucoup, de pas forcément s'écouter malgré la fatigue, et aussi par des objectifs qu'on impose aux salariés, donc des objectifs de performance qu'il faudrait suivre. Vous parlez d'idéal. Est-ce que ça signifie que c'est quelque chose qui n'est jamais atteint? Effectivement, la virilité, ça n'est pas possible de l'atteindre, et le fait est que quand on demande aux gens de définir ce que c'est un homme viril, on a des stéréotypes en tête, Rambo, Hercule, voilà, ce genre de stéréotypes, mais c'est difficile concrètement de savoir à quoi ça ressemble, si ce n'est que on peut le définir en creux. Être un homme viril, c'est surtout ne pas être une femme. En tout cas, ne pas être associé à tous les stéréotypes négatifs autour des femmes, être chochotte, pleurnicheuse, faire des cancans, être jalouse, etc. Donc être un homme viril, c'est surtout ne pas être une femme. Et ça fait un lien avec la prochaine question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a justement un lien entre virilité et masculinité? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux termes vraiment différents? Alors non, c'est deux termes différents pour la simple et bonne raison que tous les hommes ne sont pas virils. Ce qui veut dire que les masculinités sont plurielles, il existe différentes façons d'être un homme, et les différentes façons d'être un homme font qu'on parle de masculinité au pluriel. Et par ailleurs, les masculinités se modèlent, enfin en tout cas les modèles de masculinité changent dans le temps. Et pour prendre un exemple justement dans le secteur de la tech, un Bill Gates dans les années 80-90, qui est un homme assez presque asexué, assez malingre, n'est pas un Elon Musk des années 2020. Ce sont des modèles, en tout cas des modèles managériaux et des modèles qui ont évolué dans le temps et qui montrent que justement la masculinité est en constante transformation, contrairement à la virilité qui reste un idéal relativement immuable. D'accord. Mais vous dites qu'il existe différentes façons d'être un homme. J'imagine qu'on peut dire aussi la même chose, qu'il existe différentes façons d'être une femme. Est-ce que ça veut dire qu'il est aussi possible qu'une femme reproduise cet idéal viril? Absolument, les femmes aussi peuvent être viriles, c'est-à-dire que les femmes aussi peuvent être performantes, endurantes, puissantes, autoritaires. Le fait même de ne pas penser que les femmes puissent être viriles, c'est relativement sexiste, parce que les femmes peuvent tout à fait embrasser cet idéal qu'on associe à tort au masculin, parce que il est censé être positif, mais les femmes aussi portent des charges lourdes, peuvent être violentes, et être dans des formes de performance. Ça se rencontre beaucoup au travail, notamment chez les femmes qui ont beaucoup de responsabilités. Et vous avez évoqué Bill Gates, vous avez évoqué également Elon Musk, ce qui fait le pont vers le sujet, on va dire, cœur de cet épisode, qui est celui de la tech.
on va dire un secteur dont on entend beaucoup parler depuis l'investiture du président Donald Trump. Ça apparaît aujourd'hui, cette tech, comme une sorte de boys club de milliardaires qui vantent les mérites de la virilité. Est-ce que cette situation est représentative de la tech en général, et est-ce qu'il y a une spécificité de ce secteur sur le sujet de la virilité? Alors, si je peux peut-être intervenir ici, effectivement, l'industrie de la tech, elle a une spécificité par rapport à la plupart des industries du monde économique, c'est qu'elle est très masculinisée, elle est très peu diverse en fait, on va dire dans ce sens-là. Les statistiques récurrentes dans le monde occidental, c'est 3/4 des personnes qui travaillent sont des hommes, le reste sont des femmes, mais le quart de femmes qui travaillent dans la tech, elles ne travaillent pas à des fonctions techniques. En fait, très majoritairement, elles sont plutôt dans des fonctions qu'on qualifie parfois de support, donc aux ressources humaines, dans le juridique, dans la communication, etc. Et donc, en fait, elles sont pas tellement plus que 16 ou 17% à avoir les mains dans le code, si je puis dire, ou les mains dans la fabrication, en tout cas, de nos outils numériques. Donc, dans un sens, le fait qu'à la tête des plus grosses entreprises de la tech, il y ait quasiment, il y ait même dans ceux qu'on voit le plus que des hommes, ça reflète plus ou moins, en fait, ça renforce cette inégalité constatée sur le terrain. Alors, il y a beaucoup d'hommes dans ce secteur, mais est-ce qu'il y a beaucoup de comportements virilistes? Et alors ça évolue beaucoup dans les dernières années, et même, j'ai presque envie de dire, dans les derniers mois, ça s'accroît, ça se renforce. Si on revient un peu en arrière, au début de Facebook, Mark Zuckerberg, il s'est fait connaître comme le patron d'entreprise qui a 15 fois le même t-shirt gris et qui choisit de s'habiller comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, comme ça il n'a pas à se préoccuper de ses vêtements. Donc c'était un style à la fois de masculinité et de chef d'entreprise qui était assez neuf, en tout cas qui tranchait avec l'idée de patron d'entreprise en costume cravate très strict, etc. Mais ça, c'était il y a déjà 15 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Et dans les dernières années, on l'a plutôt vu glisser sur une pente très que moi j'appellerais archétypale de la virilité, mais peut-être que Aude aura de meilleurs mots que moi pour le décrire. En tout cas, il s'est mis à porter des énormes t-shirts beaucoup plus grands que sa taille. Il s'est mis à porter des grosses chaînes en métal. Il s'est mis à faire des sports de combat. Il a quasiment pris au sérieux, il a pris au sérieux la tentative qui était peut-être plutôt faite sur le ton de la blague d'Elon Musk, qui lui avait faite. Il avait proposé de se combattre, de faire je sais même plus quel était le sport. Du MMA. De faire un combat de MMA dans une cage. Et selon les analyses, certains disent que Elon Musk était vraiment sur le ton de la blague et que Mark Zuckerberg, il l'a pris au premier degré et qu'il était en train de s'entraîner, il était prêt à le faire, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un gros changement, mais qui rejoint des tendances qu'on croise ailleurs dans la société, en réalité. Les discours qui promeuvent la virilité presque toxiques, qui promeuvent une forme de masculinisme, se multiplient. Et il y a une partie des patrons de la tech qui y répondent plus ou moins, ne serait-ce que dans leur manière de se présenter au monde. Un autre exemple, c'est Jeff Bezos aussi, qui a 60 ans, mais quand on le regarde, il est extrêmement musclé, extrêmement... en fait, il n'a pas l'air d'avoir son âge, quoi. Et c'est pareil, c'est une promotion d'une forme de masculinité beaucoup plus exacerbée que celle qu'on voyait à la fin des années 2000, au début du grand succès des GAFA. Effectivement, si je peux compléter, ce qu'on remarque dans la tech, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une bro culture, donc de brothers, avec une culture d'entreprise qui valorise la masculinité traditionnelle et un management vertical, donc top-down, contrairement aux premières entreprises de la tech. Tu me corriges, Mathilde, si je dis des bêtises, mais qui étaient plutôt dans un management relativement informel et qui pouvait représenter une forme de cool, comme tu le disais à propos de Zuckerberg et ses t-shirts gris il y a 15 ans.
Aujourd'hui, on est dans une forme de rigidification qui prend aussi pour exemple donc les sports de combat, comme tu l'as évoqué, Mathilde, comme valeur cardinale donc des attendus en fait qu'on a envers les salariés en entreprise. Et le fait que cette bro culture se densifie, en tout cas s'épaissit, c'est aussi, ça a des implications très concrètes, comme le fait de revenir en arrière sur les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc il y a beaucoup d'entreprises, alors pas seulement dans la tech, mais ça a commencé par là, notamment chez Meta, qui annonce la fin des programmes dédiés aux pratiques d'égalité et d'équité, mais aussi avec le renvoi d'équipes en charge de ces programmes, ce qui justement insuffle quand même une idée qu'on se fait de l'équité, de la diversité, et puis de la promotion d'une certaine forme de masculinité. Et puis une autre illustration intéressante, je pense, c'est le cas de Elon Musk qui, dans ses entreprises, ça s'est beaucoup vu au moment où il a repris X, et ça se voit de nouveau actuellement avec ce qu'il est en train de faire dans l'administration états-unienne avec le DOGE, donc son ministère de l'efficacité gouvernementale, c'est ce que ça veut dire théoriquement DOGE, qui est une culture de la performance et du travail à tout prix. Donc on arrive, on dort sur place, on prend un maximum de décisions radicales, et en faisant ça, on impose des décisions qui n'auraient pas forcément été acceptées, soit par les salariés si on parle de X, soit par l'administration et les citoyens si on parle de l'administration états-unienne, en un temps record. Comme ça laisse pas le temps aux personnes qui appartiennent au groupe, donc soit groupe entreprise, soit groupe société, de réagir, et donc ça les force à accepter au moins une partie de ce qui aura été fait dans ce temps très court. Et donc ouais, ça c'est aussi une manière de gérer les foules et les décisions qui est très brutale, très clairement, et qui est liée aussi à la forme de virilité très axée sur la performance que promeut généralement Musk. Justement, vous parlez de management par la performance, on va dire cette culture de l'excellence. Quelles sont les conséquences de ce regain de virilité au sein du secteur de la tech pour les salariés du secteur ? Alors, en fait, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce qu'il en est des salariés, et en fait ce serait quand même assez intéressant de voir que certains employés qui sont rentrés par exemple chez Facebook à une époque où c'était une entreprise relativement avant-gardiste se retrouvent aujourd'hui dans une entreprise qui rétropédale sur un certain nombre de politiques qui visaient l'inclusion, et ce serait intéressant de voir comment est-ce que c'est perçu au sein de ces entreprises de la part des salariés. En fait, il y a eu des tentatives quand même. Par exemple, en 2018, Musk avait fait des tweets justement à propos de Tesla, qui avaient indigné les salariés du groupe, et donc il y avait une lettre qui avait été publiée par les salariés du groupe dans un grand journal américain pour se désolidariser du comportement de leur patron. Et à la suite de ça, Musk avait été condamné à payer une amende et à faire relire ses tweets par des avocats avant de tweeter, mais ça c'était en 2018. Avec l'élection de Trump, on imagine que les sanctions et les tabous sont un peu levés là-dessus, et donc aujourd'hui c'est un peu une inconnue qui reste à élucider sur les conséquences donc de ce regain de virilité. Pour moi, clairement, il y a même un retour en arrière qui s'observe déjà, parce que la tech, comme le reste de la société, me direz-vous, a été traversée par pas mal de mouvements, pas mal d'autres mouvements de tentatives de responsabiliser les patrons, si je puis dire. Donc au fil de la décennie 2010, il y a eu pas mal de grandes affaires pour faire valoir que les personnes qui commettaient des harcèlements sexuels devaient quitter les entreprises, pas forcément avec des sommes financières mirobolantes. Il y a eu des affaires chez GitHub, il y a eu des affaires chez Uber, il y a eu des affaires dans le monde des jeux vidéo, il y a eu des affaires vraiment un peu dans tous les coins de l'industrie. Ça a mené parfois à des mobilisations franchement importantes. Pour venir du côté, à la même époque que ce dont parlait Aude, il y a eu chez Google les Google Walkouts, et donc c'était des manifestations qui étaient à la fois pour lutter contre le mauvais traitement estimé des violences sexuelles au sein de l'entreprise, et puis ça a été en parallèle aussi
à la tentative par les salariés de faire refuser certains contrats avec des administrations en charge de la gestion de l'arrivée des migrants aux États-Unis ou des choses comme ça. Donc, il y a eu comme ça une forme de combat pour la justice sociale au sein des entreprises, notamment vers la fin des années 2010. Mais là, depuis quelques années, c'est plus tellement possible de réaliser ce type d'activité. Enfin, j'en avais discuté notamment avec Meredith Whittaker, qui est actuellement présidente de la Fondation Signal, mais qui à l'époque était chez Google. Et elle me disait que l'ambiance va au raidissement, quoi, qu'il n'est plus possible d'avoir le même type euh, de mobilisation, en fait. Et au-delà des salariés, des conséquences pour l'environnement de travail, est-ce que ce regain du virilisme ou de la rigidité a des conséquences également pour les utilisateurs et les utilisatrices des solutions proposées par la tech? Oui, certainement. Le premier, enfin, le plus évident à mes yeux, si on reprend l'exemple de Meta, c'est quand Mark Zuckerberg déclare, dans un même souffle, ou presque, qu'il faut plus de virilité dans l'entreprise et que on va supprimer la modération et le fact-checking, au moins sur le territoire états-unien. Parce qu'en fait, quand il fait ça, la modération, ça protège avant tout les populations minorisées. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont le plus victimes de cyberviolence, c'est des personnes qui sont déjà en situation de minorité dans la société. Donc, par exemple, les femmes, elles subissent beaucoup plus de cyberviolence que les hommes, les personnes noires subissent beaucoup plus de violence que les personnes blanches, etc., etc. Si on fait sauter la modération, et ben, les premières personnes qui seront visées, enfin celles qui vivront le plus d'effets négatifs concrets, ce seront, encore une fois, ces personnes-là. Et donc c'est vraiment le risque qui inquiète avec les décisions de Mark Zuckerberg. Et puis pareil, quand on arrête les programmes de fact-checking, en fait la désinformation, elle concerne pas tout le monde exactement de la même manière. Euh, et en l'occurrence, il y a tout un point de la désinformation qui s'appelle la désinformation de genre, qui ne sera certainement plus fact-checkée sur le territoire états-unien. Et ça peut être, par exemple, lié à tout ce qui est santé reproductive. Aux États-Unis, où désormais le droit à l'avortement n'est plus protégé par l'État fédéral, sans modération et sans fact-checking, ça va être encore plus difficile pour les utilisateurs et utilisatrices de trouver les bonnes informations via les plateformes de méta sur ces questions-là, par exemple. Alors, peut-être, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je disais quelque chose hier qui est un plot twist intéressant, c'est que donc Mackenzie Scott, qui est l'ex-femme de Jeff Bezos, a divorcé en 2019, emportant avec elle une fortune de plus de 40 milliards de dollars, parce qu'elle est aussi la cofondatrice de Amazon, et en fait, elle s'est lancée du coup dans la philanthropie. Et elle finance notamment particulièrement des organisations LGBTQIA+, des organisations pour l'équité des genres, pour la lutte contre le dérèglement climatique et donc des universités ou des organisations qui sont sous-dotées dans les et qui soutiennent notamment la santé publique. Donc c'est aussi intéressant de voir comment il peut y avoir des contre-pouvoirs qui viennent notamment de l'extérieur pour venir peut-être faire un parafeu face à ça. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses Mathilde, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que l'ex-femme de Jeff Bezos avait pris le pli inverse et comptait dépenser justement toute sa fortune pour rééquilibrer un peu ça. Je pense que c'est une piste potentiellement intéressante, mais que ça pose le problème habituel de comment on fait pour s'assurer que des programmes qui devraient ressortir de service public, en gros, soient dépendants de fonds privés. Accessoirement, Mackenzie Scott, elle est effectivement suivie depuis longtemps pour ses activités philanthropiques parce qu'elle a une capacité à dépenser son argent dans des activités philanthropiques de manière très rapide et a priori plutôt efficace, mais bon, ça c'est à vérifier. Ce qui tranche beaucoup avec les activités de son ex-mari et tous ses collègues. Parce que Jeff Bezos, ça fait très longtemps qu'il dit qu'il va mettre une partie de sa fortune au service d'activités philanthropiques, et en fait, il ne l'a quasiment pas fait, alors qu'il est beaucoup plus riche que Mackenzie Scott, puisque depuis qu'ils ont divorcé, il a continué d'amasser des fonds. Donc, je pense que c'est une piste positive, mais il faut bien voir qu'il
les premières sources, enfin les premiers fauteurs de troubles pourraient faire plus et pourraient revenir en arrière surtout, Et ne sont pas tenus pour responsables de... et ne sont pas tenus pour responsables par le gouvernement actuel. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de la tech, du secteur de la tech aux États-Unis. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis est, on va dire, un cas isolé, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs, notamment en France, ce comportement de club d'hommes ayant des comportements virilistes? Alors, il y a une philosophe qui s'appelle Manon Garcia qui vient d'écrire un livre sur le procès Pellico qui s'appelle Vivre avec les hommes, et qui dit que en fait les hommes ont toujours eu des velléités de comportements virilistes qui étaient auparavant relativement tus par les mouvements féministes et les avancées sociales, et puis des volontés progressistes de la part de l'État et des entreprises, et qu'aujourd'hui on assiste pas forcément à un retour de bâton comme annoncé, mais plutôt à une libération de la parole, à quelque chose de relativement décomplexé qui existait déjà, mais qui était relativement tu. Alors c'est probablement juste comme hypothèse, mais ça n'explique pas, selon moi, l'appétence qu'ont les jeunes hommes pour les comportements virilistes, ce qu'a montré le dernier rapport au commissariat de l'égalité, qui s'inquiète justement du fait qu'il y a un retour des stéréotypes chez les jeunes garçons, qui sont notamment abreuvés de vidéos masculinistes sur les réseaux sociaux. Et donc c'est voilà, c'est pas un phénomène isolé, c'est vraiment quelque chose de structurel et de systémique. Et moi, j'ajouterais que en France, comme dans le reste des pays occidentaux, le problème du déséquilibre des forces, si je puis dire, dans l'industrie numérique est bien identifié. Il l'est depuis longtemps, et pour autant, les chiffres ne bougent pas. Donc ça montre bien qu'il y a un problème, des problèmes en fait, à plusieurs niveaux. Il y a des problèmes à la fois dans la capacité qu'on a à attirer des jeunes filles dans des cursus de sciences techniques, ingénierie, mathématiques, la capacité à les garder ensuite en formation supérieure et jusqu'à ce qu'elles arrivent dans l'industrie. Et puis une fois dans l'industrie, parce que souvent quand on aborde ce problème, justement les personnes qui y travaillent parlent de cette première partie du pipeline, mais une fois dans l'industrie, les femmes quittent en fait le numérique beaucoup plus rapidement que ne le font les hommes, qui en général font toute leur carrière. On voit notamment qu'elles sont 1 sur 2 à quitter l'industrie autour de leurs 35 ans, donc en fait ça a l'air d'être assez proche d'un possible congé maternité. Donc il reste certainement énormément de choses à faire au sein de l'industrie pour faciliter leur inclusion en fait. D'autant que c'est un enjeu économique réel, puisque l'industrie du numérique est en sous-effectif régulier, notamment dans des domaines comme la cybersécurité. Et comme c'est quand même des domaines d'avenir, la question se pose de est-ce qu'on a envie de laisser les domaines d'avenir dans les mains seulement des hommes? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pour conclure, je suis preneur de votre avis sur comment lutter sur cette montée, ce regain du virilisme. Vous avez 3 heures. Ah, moi, j'ai deux pistes de réponse, si ça peut lancer la discussion. La première, c'est il faut qu'on se pose la question des modèles qu'on veut pour demain et des valeurs qu'on veut promouvoir et des personnes qui peuvent justement porter ces valeurs. Donc il y a vraiment la question des modèles qu'on souhaite pour demain. Il faut en inventer d'autres. Là, clairement, on voit que ceux qu'on a ne nous satisfont pas. Et il y a une importance aussi de documenter l'histoire et le présent, et notamment l'histoire de la tech, puisque on voit que c'est un secteur qui a quand même réécrit beaucoup son histoire en invisibilisant le rôle des femmes, et qui invente de nouvelles fables en permanence pour notamment les barons de la tech sont assez maîtres dans l'art de créer leur propre mythologie, leur propre légende, et je pense que c'est important de documenter justement tout ça pour ne pas qu'ils effacent toutes les personnes qui ont contribué à l'histoire d'un secteur, et ouais, voilà. Une autre piste, ça peut être creuser un autre ethos de la tech qui existe depuis assez longtemps, qui est tous les mouvements pour un Internet décentralisé, pour la promotion du logiciel libre, etc. Tout ça, c'est des milieux dans lesquels, théoriquement, on promeut la collaboration, le venez comme vous êtes, si je puis dire, auquel tout le monde peut participer et apprendre sur le tas et rejoindre l'effort collectif,
Je souligne quand même que c'est théoriquement, puisque dans les faits, l'histoire a montré que, par exemple, il y avait très peu de femmes dans ces milieux-là. Mais néanmoins, il y a des valeurs de partage et beaucoup moins de promotion de la domination qui sont quand même assez importantes dans ces espaces numériques-là. Donc, il y a certainement des choses à aller y chercher. Mathilde, Aude, merci. Avec plaisir. Merci Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage de Mathilde Saliou intitulé Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités, ouvrage paru aux éditions Grasset en 2023, ainsi que l'ouvrage d'Audrey Voile intitulé La fabrique des masculinités au travail, paru aux éditions La Dispute en 2023. Merci et à très bientôt.